je dirais tant mieux. Tant mieux parce que les paradoxes sont stimulants et ils nous aident à penser, à vivre et à agir. Le paradoxe auquel je pensais en préparant cette conversation, c'est celui-ci, c'est que nous sommes appelés aujourd'hui, par les organisateurs de cette rencontre, à converser sur un thème formulé derrière nous, sur l'écran, revendication, engagement des minorités juives et musulmanes. C'est la formulation des organisateurs. Nous sommes appelés donc à converser sur ce thème dans un pays qui a fondé sa modernité depuis le XVIIIe siècle sur des valeurs universelles et au moment de la Révolution sur la naissance d'une conception de la nation une et indivisible, sur l'égalité absolue des droits de chaque individu, sur la liberté des cultes, sur le respect des croyances, qui ne sont pas des inventions du XVIIIe siècle, mais qui ont été codifiées de manière absolue au moment de la Révolution française et de ses suites pendant un siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais, je le disais, nous vivons ce paradoxe, il est stimulant, entre république une et indivisible et minorité vécue comme telle ou pas, mais minorité à entendre. Alors les intervenants ici, vous les connaissez tous les deux. Tarek Obroux est le grand imam de Bordeaux, auteur de plusieurs livres dont le dernier paru a fait quelques bruits dans le Landerneau, pour le meilleur à mon avis, avec sous ce titre « Quelle place pour l'islam dans la République » aux éditions First. Et comme ici personne n'est nul, j'invite quand même à le lire, bien qu'il soit dans une collection pour les nuls. Mais vous savez que c'est une manière ironique de présenter les choses. Quant à son partenaire ici aujourd'hui, Hervé Réby, je crois que tout le monde le connaît, président du Centre culturel Yavneh. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes talmudiste? Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, pourquoi pas, hein, voilà. Un peu plus sans doute, oui, beaucoup plus même. Donc, je vais à chacun leur donner la parole. Peut-être qu'on va tirer au sort, d'ailleurs, tiens, pour savoir qui commence. On n'en a pas parlé. Pour tout vous dire, on s'est vu 5 minutes avant cette conversation. Et la seule chose qu'on n'a pas décidé, c'est savoir quel est celui qui parlerait le premier. Alors on va donc mettre de l'ordre et on va tirer au sort d'une manière, je ne sais pas laquelle, mais on va tirer à la courte paille avec un stylo et son capuchon. Ils ne vont pas savoir quel est... Tout ça est un jeu, hein, on est d'accord, c'est un jeu. Hein, voilà. Je vais y arriver, ça y est, voilà. Bon, allez, quel est celui qui tire le premier? Par ordre alphabétique, par exemple. Le premier, monsieur les Anglais. Allez, Tarek. On n'a pas décidé avant qui parlait le premier, donc c'est vraiment un jeu. Allez, c'est vous qui allez parler le premier, Tarek. Voilà. Et puis donc, les deux intervenants vont parler, et ensuite, ils vont se répondre, et à un moment donné, que je jugerai opportun et productif pour la pensée et la conversation, je vous donnerai la parole pour des questions, des interventions, des opinions diverses. Allez, je t'attends, Hervé. Voilà. La parole est à Tarek Obroux. Effectivement, il paraît paradoxal de parler de concept de minorité dans une république qui ne reconnaît que les individus en tant que citoyens. Il faut parler très près du micro. On va essayer de... Voilà. Non, ça existe. Tenir, c'est un peu... Voilà, mais on peut parler compliqué. Près du micro. Voilà, allez-y, monsieur Tarek. Je disais que effectivement, c'est un paradoxe de parler de minorité dans une philosophie politique républicaine qui ne reconnaît que les citoyens. Et donc, il n'y a pas de statut juridique aux minorités. Toute la République s'est construite justement contre le particularisme, puisqu'il se veut comme un modèle universel, un modèle rousseauiste, universaliste et abstrait.
Donc, on est dans une philosophie politique assez particulière qui ne conçoit le citoyen qu'un individu qui appartient à une communauté nationale. Bien sûr, il y a des notions telles que les associations qui ont un statut juridique, il y a la notion de communauté spirituelle, culturelle, ethnique, mais ils n'ont pas de statut véritablement ni constitutionnel ni juridique. Et donc, en effet, on est dans le modèle le plus universel en termes de politique, le plus universel presque dans la planète. Quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, tout le monde a la même place que les autres dans la République. Ça, c'est le modèle abstrait, utopique. Mais la réalité, c'est autre chose. Parce que de fait, il y a bien sûr des communautés, il y a des particularités, etc. Ce qui va m'intéresser en tant que théoricien, parce que moi je ne suis pas un commentateur de l'histoire, mais plutôt un théoricien de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de France. Il y a un grand malentendu à cet égard, une confusion qui règne dans les esprits, y compris les esprits des musulmans eux-mêmes. Quand on parle aujourd'hui de l'islam, on renvoie à la notion de la Ummah, qui est une notion civilisationnelle, politique, etc., tout simplement parce qu'on confond deux islams. Il y a l'islam en tant que religion, avec petit i, une religion du livre. Ce n'est pas une religion ni d'un peuple, ni d'une église. Donc le régime théologique de l'islam, c'est une religion du texte et de l'individu, qui appartient certes à une communauté spirituelle, laquelle communauté spirituelle se trouve dans une communauté politique civilisationnelle. Donc comment faire le discernement entre l'appartenance spirituelle à l'islam et l'appartenance identitaire, civilisationnelle, culturelle, puisque l'islam a toujours été vécu à travers des civilisations, à travers des cultures. Le travail que nous devons faire, c'est justement faire le discernement entre cet élément incompressible de l'islam, c'est-à-dire une foi, un culte et une éthique personnelle qui s'exprime dans le cadre des valeurs de la République en question, ce que j'appelle moi une contraction de la charia, une charia fractale, c'est-à-dire simplifiée à sa dimension de foi, de culte, qui s'exprime dans le droit français en vigueur, et une éthique individuelle qui s'exprime dans le cadre juridique français. Puisqu'en islam et en France, il n'y a pas de tribunaux confessionnels musulmans. Donc, de fait, il y a une intégration individuelle dans le régime institutionnel et juridique français. Mais dans la réalité, c'est que cet islam, il est porté par des cultures d'origine. Il y a un islam turc, l'islam maghrébin, il y a l'islam subsaharien, et on a du mal à faire la distinction entre cet élément universel de la religion et l'élément culturel qui a permis la réception, la transmission de cette religion, parce que toutes les religions elles ont besoin d'une culture pour se transmettre. À un moment donné, une fois que l'histoire a changé, la culture a changé, il faut repenser sa religion dans le cadre de la culture en vigueur, celle de la France qui nous concerne. Non seulement il s'agira d'adapter l'islam à la Constitution et au droit français, mais il faudrait l'acculturer. Déjà penser l'islam déjà parler de l'islam en français, c'est déjà le penser autrement. Et donc il y a une acculturation de fait. Il y a ce que l'histoire sait faire, mais les musulmans sont invités justement à distinguer cette appartenance à la Ummah civilisationnelle qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'on sait que le monde musulman était atomisé en plusieurs identités. Maintenant, la civilisation du musulman, c'est la civilisation française occidentale. Parce que si on vient avec une lecture de l'islam en tant que civilisation, en tant qu'umma politique et spirituelle en même temps, on va organiser le choc des civilisations dans la civilisation. Donc il y a un travail de discernement, ce que j'essaie un petit peu de faire à travers mon dernier ouvrage, parce que la dualité islam-islamisme n'est pas opérante
La vraie difficulté chez les musulmans, c'est de séparer l'islam avec petit i de l'islam avec grand I, c'est-à-dire civilisationnel. Or, l'islam, ce n'est pas une civilisation. C'est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais l'histoire, comme dirait l'autre, n'est pas notre code. On n'a pas à reproduire, c'est ça le salafisme littéraliste, au lieu de reproduire l'esprit du message, ils veulent reproduire l'histoire du message. Comme si le Coran, il a canonisé le modèle anthropologique des Arabes et qui s'impose à tous les musulmans, quelle que soit leur époque. Donc il y a un travail de ce qu'on appelle ijtihad, le superlatif du jihad, c'est-à-dire un travail intellectuel pour justement relire la religion à la lumière du contexte actuel, c'est-à-dire les valeurs de la République, non seulement au niveau du droit, mais au niveau également de la culture, parce que la culture française, parfois, elle est plus normative que le droit français, parce que ce qui gère les individus entre eux au quotidien, ce sont les codes culturels. Et là, je pense que le musulman en tant qu'individu, il appartient à la fois à une communauté spirituelle, mais il ne faut pas en déduire une éthique différenciée par rapport à l'éthique d'altérité, c'est-à-dire vivre en tant que musulman, mais avec l'autre qui n'est pas forcément un musulman. Ce que j'appelle un besoin de théoriser une théologie d'altérité, une éthique d'altérité, parce que l'islam a toujours été pensé classiquement en termes de domination. Maintenant, il faut sortir de ce paradigme pour le penser en tant que, pour le coup, en tant que minorité. Je vous remercie. Alors voilà une première pierre qui est posée dans notre édifice de la conversation. Je vais donner la parole à Hervé Réby, qui va poser sa propre pierre, et puis ensuite nous essaierons de construire une pensée qui ne sera pas forcément commune, mais qui sera productive en tout cas. Voilà, Hervé Réby. Merci. À entendre Tarek Koubro, j'avais envie de vous inviter tous à aller prendre le pot de l'amitié. Il n'y a plus rien à dire. Il faut se méfier de cette introduction. Et comme je me méfie de ces introductions, je vais donc rebondir un petit peu, mais tout est dit. Je veux dire, je viens d'entendre qu'il ne faut pas opposer islam et islamisme, qu'il faut opposer peut-être islam avec un petit i avec l'islam avec un grand i, et ça c'est une très grande idée, et en tout cas une idée à laquelle nous avons parfois contribué à élaborer dans nos discussions. Mais quoi qu'il en soit, il faut commencer probablement par démonter quelques idées reçues, mais aussi quelques mécompréhensions. En intitulant cette rencontre revendication et engagement des minorités, j'ai cru entendre ça et là des échos un peu inquiets, pour être euphémique. J'ai entendu des réactions en disant « mais enfin, c'est quoi ces minorités ?» Soudain, nous étions renvoyés à un terme qui, en fait, nous correspond. Quoi que nous le voulions, si nous avons un foie fatigué, un cœur fatigué ou un cerveau fatigué, ces éléments organiques font tous partie d'un organisme, c'est-à-dire d'une unité. Le corps, l'esprit de l'individu est indivisible, bien entendu, comme la nation est indivisible. Mais faut-il pour autant nier la part constitutive, les différents éléments constitutifs de cette unité? Et tout simplement, rappelons-nous que dans les années qui ont suivi l'émancipation des Juifs de France, au décours de la Révolution française, dans les années 91-93, il y a toute une discussion, donc, effectivement, pour retrouver le statut de citoyen. Mais dans la foulée, avec Napoléon, qui viendra très très vite, il y a reconstitution d'une entité minoritaire de fait, qu'on a appelé à l'époque le consistoire. Même si à l'époque, le consistoire n'était pas ce qu'il est devenu, enfin peu importe, ce serait l'histoire du consistoire, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y avait la volonté, de la part des Juifs français devenus citoyens, de se
réunir dans une structure, je ne sais même pas comment l'appeler, mais qu'on a dénommée consistoire, mais qui était juste l'affirmation d'un caractère minoritaire constitutif de l'unité. L'unité nationale n'était pas remise en question, ni par les députés juifs dont Bordeaux a fourni nombre de ses membres, les Furtado, les Malbec, tous ces gens-là étaient des citoyens, c'était des députés de l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée constituante de l'époque. Il n'empêche que ce sont ces mêmes gens qui, tout en défendant l'unité nationale et leur présence dans l'unité nationale, défendaient également la particularité. Alors, évidemment, tous ces mots ont perdu de leur fraîcheur. Ils sont aujourd'hui connotés. Je prendrai juste le terme de nation. Qui aujourd'hui est capable de définir le terme de nation? Est-ce que c'est la signification du Moyen-Âge? Est-ce que c'est celle de l'Assemblée constituante, celle de Clermont-Tonnerre? Est-ce que c'est celle qui confond nation, peuple, État? Aujourd'hui, on ne sait plus comment définir cela, d'autant que pour amplifier la difficulté, on est passé au nationalisme, c'est-à-dire à une version extrêmement répulsive, si vous voulez, de la Constitution en unité minoritaire. Il se trouve, en tout cas, du point de vue de l'histoire juive, que la constitution d'unité minoritaire n'a jamais été un obstacle à l'immersion dans la collectivité. Par contre, le statut minoritaire a forcément engendré des demandes. Je vais commencer par le mot demande, non pas revendication, qui est un terme peut-être plus politique et plus agressif, mais des demandes. Voilà que les Juifs demandent d'avoir des abattoirs pour la viande cachère, les musulmans aussi. Ce sont des revendications. Est-ce que pour autant ils sont moins citoyens français? Ce sont des revendications. Mais ces revendications, petit à petit, ont été vécues comme des manquements à la solidarité nationale, et comme si, en affirmant certains aspects de la revendication, il y avait une distanciation par rapport à la collectivité et par rapport à l'unité nationale. Alors il me semble que, pour introduire, puisque nous sommes quand même, Tarek Oubrou est un théologien que tout le monde bien sûr connaît, et moi je ne suis rien du tout, je suis un élève, comme dit, en hébreu on appelle ça Talmid Chacham. Le Chacham c'est toujours, c'est-à-dire le savant, le sage est toujours appelé Talmid Chacham, c'est-à-dire l'élève de la sagesse. On n'est jamais sage, on est toujours l'élève de la sagesse. Alors je vais me situer, excuse-moi, juste un peu en dessous de toi. Non, pas du tout, on est là, au même niveau. C'était euphémisme. Je ne le croyais pas du tout. Je ne suis pas sage, je ne suis pas du tout sage. Messieurs, vous êtes dans la coquetterie mutuelle. Voilà. Ça va chauffer par la suite. Voilà. Donc, ce que je voulais vous amener, c'est peut-être les deux mots qui en hébreu, je vais simplifier, vous inquiétez pas. Par contre, si vous voulez apprendre l'hébreu, il y a des officines à Bordeaux où on peut apprendre l'hébreu, c'était juste une parenthèse. Il y a deux mots essentiels pour dire la revendication en hébreu. Et ce sont deux mots qui ont un léger décalage. Il y a ce que l'on appelle la bakasha, bakasha levakesh, qui veut dire demander, exprimer les attendus d'une demande assez policée. Et puis il y a un autre mot qui est la drisha. Drisha d'ailleurs qui va donner le mot midrash que certains connaissent, mais drisha veut dire demander avec insistance. Et même peut-être, nous disent certains dictionnaires, demander en termes d'exigence. Exiger. Alors est-ce que les minorités que nous sommes, parce que nous sommes des minorités, tout en étant
pas encore une fois partie constitutive, et je crois avoir clarifié, si vous voulez, cette difficulté sur le plan linguistique. Hein, la minorité ne me gêne pas en tant que telle. Mais par contre, est-ce que nous sommes, en termes de revendication, dans la dricha ou dans la bakasha? Est-ce que nous sommes dans la demande vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des politiques, ou est-ce que nous sommes dans une espèce d'aménagement, la volonté d'aménager notre existence dans la collectivité nationale, ou est-ce que nous sommes dans l'exigence? C'est-à-dire, c'est mon droit. Vous connaissez cette expression aujourd'hui qui fait florès, c'est mon droit. On a le droit d'exiger. Est-ce que c'est le reflet de la faiblesse des pouvoirs publics qui aujourd'hui n'osent pas dire il y a des limites aux revendications? Alors, dans la mesure où il n'y a pas de solidité en face de la demande, eh bien la demande peut devenir un jour ou l'autre exigence ou revendication exigeante. Je m'arrête là. Comme vous voulez, mais c'est une deuxième pierre. Voilà une deuxième pierre posée dans notre conversation. Je vais demander à Tarek Obrou éventuellement de rebondir sur ce que vient de dire Hervé, mais surtout peut-être pour intéresser la partie, si je puis me permettre, je peux introduire, que ce soit demande ou revendication selon le vocabulaire qui était... Vous n'y avez pas, Tarek, tout à l'heure dans votre introduction, vous n'avez pas abordé précisément ce sujet des revendications ou demandes, selon le mot d'Hervé. Est-ce que le monde musulman de France, les musulmans de France aujourd'hui, ont, à vos yeux, des demandes ou des revendications à exprimer, et lesquelles alors, il y a une autre sous-question que je ne peux pas m'empêcher de formuler. Je viens de réaliser qu'on parle de la République de demain. Il y a celle d'aujourd'hui aussi, hein, dans laquelle nous vivons. Et bon, je sais bien que celle de demain se construit pas à pas avec celle d'aujourd'hui. Tout ça, c'est de la rhétorique un peu gratuite, hein, on est d'accord. Mais bon, pourquoi on aime beaucoup jouer sur les mots, je crois, dans l'une et l'autre des cultures. Tarek Obrou, je vous cède le micro. Je pense que pour l'islam, la question est un peu plus sensible. Toute revendication des musulmans pourrait être perçue comme une agression ou un projet civilisationnel, justement. Et donc, on n'est pas dans la même configuration. L'islam, aujourd'hui, déjà, il est perçu comme une menace internationale. On le voit avec le terrorisme. Et donc, toute tentative de revendication pourrait être perçue comme une forme d'entrisme et une revendication qui cache un projet civilisationnel pour le coup. C'est pour cette raison que je suis en train théologiquement de désamorcer cette perception en considérant que l'islam est une spiritualité, une foi, un culte, une éthique personnelle qui s'exprime. C'est ça la définition de l'islam de France. C'est à nous de le définir. La République n'a pas à savoir ce que dit l'islam, mais ce que disent les musulmans, comment ils vont interpréter leur religion, comment ils vont la pratiquer ici maintenant, au sein de la République. C'est ça la question qui se pose. Ce n'est pas l'islam compatible ou pas compatible, parce qu'il s'agit de musulmans en tant que citoyens. Et donc, on interroge les théoriciens, comment vous interprétez votre religion, comment vous allez la pratiquer parmi nous. C'est ça la question qui se pose. Eh bien, il faut que les théoriciens musulmans disent cet islam de France, petit i. Tout à l'heure, j'ai dit que le concept minorité, le concept juridique de minorité n'existe pas, mais de fait, il existe. Il y a les minorités sexuelles, culturelles, on voit les revendications aujourd'hui, les femmes qui sont d'une certaine manière minorées, même s'ils sont parfois majoritaires. Donc il y a des revendications légitimes d'ailleurs, etc. Donc dans la société, il y a beaucoup de revendications. Les chasseurs, etc., ce sont des minorités qui se sont organisées en association. C'est le cadre que la République permet aux minorités de s'exprimer à travers
un concept juridique qui s'appelle les associations. Donc, la République était intelligente, il faut gérer les revendications, mais à travers des canaux juridiques, à travers les associations, des organisations, etc. Il faut rappeler également que notre ministère de l'Intérieur est aussi un ministère du culte. Donc la République a sa laïcité et il a prévu justement ces revendications, ces demandes légitimes de l'expression religieuse en privé et en public. C'est pourquoi il y a la notion de la laïcité qui est régularisateur de l'expression de la religion dans l'espace public, parce que notre laïcité, c'est une laïcité publique. Le privé, c'est pas, la laïcité ne s'intéresse pas au privé, parce que chacun dans le privé il fait ce qu'il veut. Mais la laïcité, c'est un pluralisme ordonné par le droit français, tout simplement. Les religions, elles ont le droit de dire et de faire ce qu'elles veulent, à une seule condition, ne pas dire et dicter la loi. Tout simplement. Tant qu'ils n'imposent pas leur loi, tant qu'ils s'inscrivent dans les valeurs de la République, ils ont le droit de s'exprimer à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Donc, juridiquement... Je vous ai entendu dire, et j'ai lu dans votre livre, que vous considérez que la laïcité est une chance pour les religions. C'est une chance pour toutes les religions, dont l'islam. Pour moi, la laïcité, c'est la branche sur laquelle tout le monde est assis. Moi, je n'ai pas envie d'être gouverné par une théologie, même islamique, parce que je peux m'opposer à cette théologie. Donc même au sein de l'islam, on a besoin de laïcité, parce qu'il y a plusieurs lectures théologiques, il y a plusieurs lectures juridiques. Si je suis malikite, par exemple, je ne veux pas qu'un chaféite me gouverne. Donc la laïcité, c'est la neutralité par rapport, non seulement aux religions, mais la neutralité par rapport aux interprétations au sein même d'une religion. La laïcité protège la religion d'une autre religion, mais elle protège l'individu de la tyrannie communautariste d'une religion. Donc il émancipe l'individu. J'appartiens librement à une communauté spirituelle, mais il n'y a pas de coercition. Moi-même, je parle de la théorie de la charia de minorité, c'est-à-dire une éthicisation de la charia, c'est-à-dire réduire la charia à une dimension individuelle du musulman qui s'exprime dans le cadre du droit français en vigueur. Donc il y a un travail. C'est-à-dire que les religions, ils se pensent également. Laissons de côté les questions des banlieues, le terrorisme, etc. Mais parallèlement, il y a des gens qui pensent leur religion, dont je fais modestement partie. Et donc, mais le temps des religions, généralement, ce n'est pas le temps médiatique ni politique. Il faut laisser le temps au temps, même si on est entré dans une histoire très accélérée, on est pressé de s'intégrer le plus rapidement possible, mais à force de braquer les musulmans, on risque de retarder leur intégration. Avant de repasser la parole à Hervé, je voudrais vous poser une question subsidiaire. Tout à l'heure, Hervé Révy a fait allusion à la suite de l'émancipation des Juifs pendant la Révolution, à ce qu'avait fait l'Empire, à savoir la création d'une institution, d'une structure qui a évolué depuis, qui s'est appelée à ce moment-là Consistoire central, etc., etc. Bon, d'ailleurs, c'est un Bordelais, je crois, qui a présidé le premier grand Sanhédrin, puisque c'était le terme que Napoléon avait imposé à la création de cette institution à l'époque, qui était à la fois une institution pour protéger cette minorité, mais aussi pour la tenir fermement en main, comme l'empereur à ce moment-là voulait tenir tout le monde en main. Hein, voilà. Bon, depuis, ça a beaucoup évolué sur le thème associatif, d'ailleurs. Bon, encore, tout à fait important, parce que effectivement, ce sont devenus des associations cultuelles. Ça, c'est très, très important. Alors, parce que la question que je voulais poser à Tarek Obrou, c'est est-ce que l'islam de France, est-ce que les musulmans de France, vous employez couramment cette expression, et je l'entends bien, nous l'entendons bien, est-ce que les musulmans de France n'ont pas le besoin, n'ont pas envie, ne rêvent pas peut-être d'une institution, non pas calquée sur les modèles d'autres religions, puisque toutes les religions ont un système associatif pour se structurer d'une certaine manière, est-ce que les musulmans de France n'ont pas envie ou besoin peut-être d'une institution qui ferait l'unanimité chez eux? Je ne sais pas. C'est une question que je vous pose et que peut-être que beaucoup de gens se posent. Théologiquement parlant, l'islam n'a pas besoin d'une institution religieuse.
Les Juifs non plus, à ma connaissance. C'est une demande de la République. Oui. C'est un peu paradoxal en même temps. Oui, oui. Si je dis que l'islam est une religion de l'individu en lien direct avec le texte, sans médiation d'une église qui dirait l'interprétation infaillible, ni l'appartenance systématique à un peuple, puisque l'islam, ce n'est pas une religion d'un peuple, c'est une religion de tous les peuples, d'une certaine manière. Et donc on est dans un régime un peu particulier, sauf que la République, il va un interlocuteur. Déjà, de fait, les musulmans sont organisés autour de 1901-1905, nous-mêmes, les mosquées, la communauté spirituelle est organisée autour du temple, c'est-à-dire la mosquée. Et toutes les mosquées sont gérées ou bien par la loi 1901 ou bien par la loi 1905. De fait, il y a une organisation, sauf qu'à l'échelle nationale, puisque nous sommes dans un système jacobin, la République elle a besoin d'un vis-à-vis. Mais c'est une demande de la République, ce n'est pas la demande de l'islam, d'une certaine manière. Donc effectivement, ça fait une revendication en moins. Moi, personnellement... Ou en plus. Donc effectivement, l'islam, en tant que spiritualité, peut se vivre à travers des individus, des associations, des mosquées, sans forcément avoir une institution qui va parler au nom des musulmans. Parce que je peux être en désaccord complètement avec le représentant de cette institution. Je suis un peu anarchique à cet égard, dans le sens... Hervé, peut-être sur ce point et sur d'autres, pour continuer à édifier les pierres. Voilà, je continue à brosser un peu un tableau. La question qui nous est posée, et dans le cadre d'une rencontre judéo-musulmane, met en évidence de façon criante la question du temps. La question du temps et de la dimension et de l'étirement du temps. Ce dont nous parlons dans le judaïsme français, aussi bien que dans le judaïsme diasporique en général, c'est une dimension d'un temps long, qui s'étale sur 19 siècles. 19 siècles de côtoiement, de vicissitudes, de tout ce que vous savez de l'histoire, je dirais 2-3 mots, mais tout le monde connaît cette histoire, mais une histoire qui est extrêmement longue et en même temps disparate, puisque à chaque fois que les Juifs se déplaçaient selon un modèle du judaïsme errant, le juif errant, à chaque fois que les Juifs s'installaient quelque part, c'était pour penser déjà l'endroit où ils allaient atterrir dans 3-4 générations plus tard. C'est ainsi qu'on retrouve des familles qui ont des parcours qui partent de l'Espagne, avec des descendants au Maroc, d'autres en Bulgarie, la même famille, jusqu'en Pologne, puis ensuite en Turquie. Enfin bon, c'est de cela dont nous parlons, c'est-à-dire une dimension qui s'étale dans le temps. Et à chaque fois, et à chaque étape, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait dans une communauté nationale qui, peu ou prou, nous accueille, nous brime, nous contraint ou nous accueille à bras ouverts, comme par exemple, ça, il ne faut jamais l'oublier, les Juifs chassés d'Espagne, je rappelle, en 1492 par Isabelle la catholique et Ferdinand, le roi d'Espagne, ces Juifs ont été chassés en masse, donc une véritable hémorragie. Ces Juifs ont été accueillis au moins pour la moitié d'entre eux, de ceux qui sont partis, je parle de ceux qui sont partis, parce qu'un tiers a été converti par la force, un tiers est parti dans les procès et les meurtres de masse, mais bon, une partie, un tiers, grosso modo, disent les historiens, un tiers s'est retrouvé en dehors. Eh bien, la moitié de ce tiers, un sixième, s'est retrouvé en Turquie, non pas parce que la Turquie présentait une belle carte de visite, mais simplement parce que le sultan de l'époque leur a demandé de venir en leur octroyant un droit de résidence, un droit de cité, avec la promesse d'une évolution. Donc vous voyez, chaque endroit, je rappelle qu'en même temps que les Juifs s'en vont d'Espagne pour la Turquie, d'autres sont brimés et opprimés dans certains pays d'Europe de l'Est, quand en France, 2 siècles avant, Saint-Louis va chasser les Juifs de France. Et brûler le Talmud. Et brûler le Talmud en place publique, dont nous continuons encore à étudier les pages.
Pourquoi je dis cela? Pas pour faire de la martyrologie. Nous avons largement digéré ces périodes-là. Malheureusement, les Juifs ont l'habitude de digérer ce genre de choses. D'ailleurs, je le dis aussi pour les pays d'islam, les Juifs aussi ont été accueillis en pays d'islam, avec plus ou moins de bonheur, vous savez bien entendu. Et les livres d'histoire nous racontent ce que l'on sait de la dimitude, de tout ça. Ça n'a aucune importance. Ce qui a une importance, c'est l'amont des choses. L'amont. Comment les choses se sont constituées avant le départ, ou du moins dans les premiers temps de l'exil. Eh bien voilà comment ça s'est structuré. Les responsables de ce peuple qui est en train d'exploser, qui sort de ses frontières en 70 après Jésus-Christ, après la destruction du temple de Jérusalem, les ruines sont fumantes, et les Juifs sont en train de se poser cette question. Sommes-nous définitivement rayés de l'histoire, ou avons-nous la capacité de traverser l'histoire, et dans quelle mesure pouvons-nous traverser cette histoire? Eh bien, pour faire court, une discussion qui va mettre 200 ans, parce qu'à l'époque, la constante de temps est très longue. Alors aujourd'hui, ça aurait pris 8 jours. On aurait fait un colloque en vidéo, machin, Zoom, ça aurait été super. En 8 jours, c'était réglé. À l'époque, 200 ans. En 200 ans, on pond une discussion, on clôt une discussion sur les rapports entre les Juifs dans les pays d'exil et leur comportement vis-à-vis des États qui les accueillent. Le principe est édicté et continue d'être encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 18 siècles que ce projet est en route. Dina de Malchuta Dina. La loi du pays d'accueil, la loi de l'État qui t'accueille, Dina. C'est ton dîne, c'est-à-dire ta loi. La loi du pays qui t'accueille est d'abord ta loi. Après, tu t'arranges. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux revendiquer quelque chose? Oui, peut-être. Mais d'abord, nos maîtres enseignaient, ici même à Bordeaux, mais partout, nos maîtres enseignaient que si nous sommes obligés de passer des examens le Shabbat, ou si nous sommes obligés de manger non cachère, parce que Maïmonide a été jusqu'à dire que toutes les mitzvot, c'est-à-dire les commandements de la Torah qui sont appliqués en dehors de la sphère nationale, en dehors d'Israël, sont des gestes qui sont des gestes mémoriels. C'est pour ne pas oublier la loi que nous les pratiquons. Mais si nous sommes obligés par la loi du pays de les abandonner, eh bien, tant pis, on les abandonne, mais on n'abandonne pas l'identité. Autrement dit, bien évidemment, cette présentation n'a aucune vertu de contamination. Il ne s'agit pas de dire aux musulmans, c'est comme ça que vous devez faire. Mais c'est une présentation qui permet quand même de comprendre jusqu'où peut aller une communauté, une minorité complètement intégrée dans une collectivité, jusqu'où elle peut aller dans le renoncement pour rester elle-même. Parce que renoncer ne veut pas dire disparaître, au contraire. Renoncer à certains aspects, c'est en même temps conserver l'identité. Voilà pourquoi il est très très important de comprendre que le couple revendication, parce que je reviens, j'étais assez gêné qu'il y ait des réactions négatives sur cet intitulé, eh bien, sur le plan des revendications et des engagements, oui, bien sûr, nous pouvons demander, nous pouvons revendiquer, nous pouvons également demander à la communauté nationale d'entendre certaines demandes ou certaines doléances, mais ne jamais oublier d'assortir notre discours d'un discours d'acceptation de l'identité nationale et d'immersion dans l'unité nationale qui nous représente, car c'est la meilleure manière de conserver l'estime, et ça c'est une dimension que je voudrais rajouter, de conserver l'estime de nos concitoyens qui ne partagent pas ni
ni nos idées, ni notre culte, ni notre foi, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'estime. Il y a quelque chose dans la revendication excessive qui fait perdre l'estime. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de nous réestimer pour ne pas nous mésestimer. Tarek Obrou, Hervé Réby vient de prononcer le mot intégration et j'ai lu dans votre ouvrage que vous posez la question intégration ou assimilation, intégration et ou assimilation. C'est une très très vieille question, y compris, je le sais par des lectures, c'est dans les communautés juives quand elles sont parties d'Espagne et qu'elles se sont répandues là où elles ont pu se répandre, avec des fortunes diverses d'ailleurs, parce qu'elles ont connu, y compris en France, des expulsions et pas seulement le geste infâme de celui qu'on appelle Saint-Louis, malheureusement, dans les livres d'histoire, alors qu'il s'appelle Louis IX, tout simplement. Hein, il vaudrait mieux l'appeler Louis IX, ce garçon. Enfin, c'est une parenthèse d'obsédé d'histoire. Donc, intégration ou assimilation, c'est une question que vous posez dans votre livre. J'aimerais éventuellement vous entendre là-dessus, Tarek Obrou, et sur d'autres questions, pour continuer l'édifice que nous avons devant nous. Écoutez, tout dépend de ce qu'on entend par ces deux vocables. Moi, j'ai essayé d'un petit peu de réconcilier les deux concepts en disant que le musulman doit s'assimiler dans les valeurs de la République, en étant totalement citoyen, respectueux des devoirs et le droit français, comme le reste de ses concitoyens. Mais je l'incite à s'intégrer dans la culture française, cet aspect qui n'est pas quantifiable de la République, puisque il y a la République, il y a la France, il y a l'histoire, il y a les mentalités, le terroir, il y a les codes, etc. Et donc une nation, il n'y a pas que le droit, il n'y a pas que la Constitution, il y a une histoire qui est chargée d'un ensemble de codes, etc. Donc le musulman doit faire l'effort éthique de s'approprier de ces codes, ce que j'appelle l'acculturation de l'islam, pas uniquement l'adaptation, mais l'acculturation de l'islam. Un privatif. Oui, ah oui, oui. Oui, là, ce n'est pas à privatif. L'acculturation, c'est l'inculturation, voilà, c'est s'acculturer, puisque l'islam n'est pas une culture à l'origine, mais il doit prendre en considération la culture en place. Ce n'est pas la culture maghrébine, on n'est pas au Maghreb, on n'est pas en Turquie, on est en France, et donc le plasma culturel qui doit envelopper l'identité musulmane, c'est la culture française, en plus du droit qui s'impose à tous les citoyens. Donc j'ai essayé un petit peu de... C'est une équation, une réaction chimique qui demande à être bien dosée, bien équilibrée, et de laisser le musulman, à partir de son histoire propre, à partir de sa famille, à partir de ses origines, à partir de son niveau scolaire, son niveau social, parce que tous les musulmans ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas le même code génétique d'abord, biologiquement ils ne se ressemblent pas, culturellement ils ne se ressemblent pas, socialement ils n'ont pas le même statut. Il y a des musulmans de classe moyenne, il y a des musulmans qui sont analphabètes, etc. Donc quand on dit musulman, on a tout dit et on n'a rien dit en même temps. Parce que le musulman, il y a un musulman métaphysique dans l'esprit des Occidentaux. Voilà. Il y a un concept musulman. Une essentialisation. C'est plus que l'essence, c'est la métaphysique. C'est métaphysique, ça veut dire quelque chose d'invérifiable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas réfuter. Et donc, effectivement, comme beaucoup de musulmans, ils ont l'occidental métaphysique. Voilà, parce que beaucoup de musulmans, ils regardent l'Occident à travers leur culture d'origine, le colonialisme, l'histoire, etc. Mais l'islam n'a pas de problème avec l'humanité. Parce que Dieu de l'islam, c'est Dieu des mondes, c'est pas ni Dieu des Arabes, ni Dieu des musulmans. Et donc, mobiliser l'islam pour revendiquer une mémoire coloniale, etc., ça ne rime à rien du tout. Ça, c'est de l'histoire et de la politique. Le fait de mêler l'islam en tant que catalyseur de revendication, de revisite de l'histoire, c'est antinomique au message de paix et de réconciliation que porte une religion telle que l'islam. Donc mon souci premier, c'est de faire la distinction entre l'islam en tant que spiritualité éthique et l'islam en tant que
que mémoire, que civilisation, etc. Donc en réalité, cet islam, il est obscurci, il est encombré par beaucoup d'ingrédients qui ne font pas partie de l'islam en tant que religion, en tant que tel. En vous écoutant et en vous écoutant à propos d'intégration et assimilation, je pensais à une phrase qui est une vraie pensée profonde du grand historien Marc Bloch. Selon lui, je le cite de mémoire, pour aimer la France, il faut aimer à la fois le sacre de Reims et la fête de la Fédération. La fête de la Fédération. Et le bal des pompiers. Et Hervé ajoute le bal des pompiers. Je n'ai rien contre le bal des pompiers, naturellement. Ça va de soi. Mais Marc Bloch n'en a pas parlé. Tu m'excuses, Hervé, mais il parle du sacre de Reims et de. Mais ça, malheureusement, ça, c'est le travail de l'école. Oui. Eh ben, c'est l'école qui doit. Nous envoyons nos enfants à l'école pour apprendre quoi? C'est l'instruction, c'est de faire entrer nos enfants dans cet univers mental, civilisationnel, etc. Que chacun assume sa part de responsabilité dans cette question. Je redonne la parole à Hervé, et puis ensuite, voilà, je solliciterai questions et avis, participation à la conversation générale, à laquelle participeront naturellement nos deux partenaires ici à la tribune. Hervé. Oui, je voulais juste préciser deux, trois petites choses au sujet de ces mots qu'on a utilisés, assimilation et identité. Nous avons vécu dans la communauté juive et dans l'histoire des juifs français, mais aussi américains et dans toute l'Europe, on a vécu la question, dans les années 60-70, la question de savoir la priorité même que nous donnions à l'identité juive ou à l'identité française. C'est-à-dire qu'on nous a fait un mauvais procès, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 60-70, on avait tous les 3 mois un article dans l'Express ou un article dans Le Monde. Je me souviens du dernier, alors que je devais avoir une quinzaine d'années, où j'ai lu Léo Hamon. Ça dit encore quelque chose à quelques-uns d'entre vous. Voilà, Léo Hamon, qui était porte-parole du gouvernement. Voilà, qui était porte-parole du gouvernement. Qui n'a rien à voir avec d'ailleurs son homonyme, l'actuel Hamon, Benoît. Mais et cet homme-là avait définitivement clos la question de l'assimilation des Juifs en disant que si les Juifs continuaient à revendiquer des choses excessives, alors qu'on les appelait à l'assimilation, c'était le mot d'ailleurs qui était utilisé à l'époque, eh bien, ils n'avaient qu'à se tourner vers Israël, vers un nationalisme. C'était la réponse de l'institution, de l'establishment, dans les années, on va dire 75 à peu près, 75-78. Certains d'entre vous s'en souviennent certainement. Le problème, c'est qu'on avait oublié à cette époque-là que les deux mots sont concurrents, identité et assimilation. Et je crois que si on loupe le contenu de ces mots, on va peut-être s'égarer sur la question de qu'est-ce que nous mettons dans ce programme que représentent ces deux mots et dans le choix que nous devons faire. En fait, je me souviens qu'à l'époque où nous discutions, il y a une vingtaine d'années, nous discutions de la capacité de la République française à accueillir tout le monde. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout la question de la migration, la question de l'islam, pas du tout. Il y a 20 ans, c'était la question de qu'est-ce qui constitue la nation française? Eh bien, une formidable diversité. Et à cette époque-là, je me souviens, parce que dans mes oreilles, je me souviens avoir dit à maintes reprises que la France était un pays qui avait une formidable capacité à franciser. Et je l'avais même dit en hébreu, j'avais même inventé un verbe, les tsarpet. Vous savez que France, ça se dit tsarfat, et que si on fait le verbe franciser, ça devient les tsarpet. Mais c'est assez rigolo parce que c'est un néologisme en hébreu. Donc j'avais dit cette phrase-là. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la France était une formidable machine. À cette époque-là, nous lisions des auteurs de gauche qui sont devenus des auteurs de droite, comme Finkielkraut, qui était l'exemple absolu, si vous voulez, de cette assimilation, de cette capacité que la France avait de produire à partir
de gens qui venaient d'un petit peu partout, des parents analphabètes ou des parents qui parlaient le yiddish ou qui parlaient autre chose, à faire des agrégés de philosophie. C'était ça le modèle. Et à cette époque-là, la question qui se posait, c'était l'assimilation ou l'identité. L'assimilation, rappelons que la racine, c'est simile, c'est semblable à. S'assimiler, c'est être semblable, sembler être. Il ne s'agit pas d'être, il ne s'agit pas non plus de perdre totalement ce que nous sommes, mais de sembler être. Eh bien, sembler être, ça suffit à constituer une unité nationale, quand l'identité est une exigence qui est encore supérieure, parce que l'identité, c'est le idem, c'est-à-dire le pareil. Il faut, vous voyez, entre le semblable et le pareil, il y a quand même une nuance, et donc il y a quelque chose qui échappera toujours à l'intégration. C'est la question de ce que nous ne pouvons pas être définitivement les mêmes. Il y a quelque chose qui nous contraint et nous oblige, pour le meilleur d'ailleurs, pas pour le pire, mais pour le meilleur, à nous assimiler, c'est-à-dire à avoir à sembler, à ressembler, à partager. Donc dans la ressemblance, il y a quelque chose du partage. Alors que dans l'identité, dans cette intégration, il y a quelque chose de la désintégration nécessaire pour que je puisse accéder à l'idem, c'est-à-dire au pareil. Et nous ne serons jamais des pareils. Mais par contre, nous pouvons être du pareil au même, c'est-à-dire sembler, ressembler en tout cas à quelque chose de compatible avec la collectivité nationale, sachant que à l'intérieur même de l'unité nationale, sans aucune distinction de religion ou de... Il y a beaucoup de différences entre tous les Français, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a beaucoup de différences. Les provinces en sont même la preuve avec leur apanage culturel, leur langue vernaculaire et tout ça, c'est bien la France. Merci à tous les deux, mais vous allez continuer à construire nos différences et nos partages. À cette heure-ci, il est 4 heures, on a encore 3 quarts d'heure, comme on disait tout à l'heure, c'est ça. Je vais donner la parole à ceux qui la demandent pour participer à cette conversation. Vous, monsieur, allez-y. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Essayez d'avoir des questions relativement courtes pour qu'on ait le maximum d'intervenants. Est-ce qu'il y a un micro baladeur? Oui, voilà. Attendez, le micro baladeur, il arrive. Le voilà. Merci. Essayez d'être bref dans vos interventions pour que nous puissions... Allez-y. Bonjour à tous, merci pour cette belle conférence. C'est un sujet très sensible et très intéressant. Moi, je reviens un peu, je rebondis à ce que vous disiez. Sur l'assimilation, justement, aujourd'hui, on assiste à une forme de la zémorisation des esprits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'immigré intégré en France, et que j'ai réussi socialement, c'est-à-dire entre guillemets, je ne suis pas... J'ai fait des études, c'est-à-dire pour moi, j'ai fait preuve d'intégration. J'ai respecté les lois françaises, j'ai respecté la Constitution, je vote, je boycotte les élections, je choisis les candidats, etc. Donc je fais partie prenante, j'essaie d'être dans tous les mouvements associatifs, etc. Et chaque année, j'assiste c'est avec un plaisir que j'assiste à vos conférences, et tous les deux intervenants, M. Baricobro et M. Hervé. Donc voilà, donc aujourd'hui, si on revient à l'assimilation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compris dans l'esprit de ceux qui sont intégrés comme moi, c'est comme une forme de désintégration et de se renier. Parce que je porte un prénom que mes parents m'ont donné, qui représente le prénom de mon grand-père qui est mort pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu combattre ici de force à l'époque. C'est-à-dire comment cette partie de moi-même, c'est psychologiquement, comment je peux me renier le prénom que j'ai, ou ne pas le donner à mon fils, sachant que ce prénom représente quelque chose dans ma lignée familiale, et que si je m'assimile, que je m'assimile, que je m'appelle Jean-Claude, etc., est-ce que ça ferait de moi un Français meilleur qu'un Jean-Claude ou un... Voilà, donc cette schizophrénie collective
les partisans de l'assimilation et les partisans de l'intégration réussie vivent une forme de dichotomie, une forme de schizophrénie qui va vraiment engendrer des situations très compliquées. On entend bien votre question, et on entend bien pourquoi vous la posez, à cause de l'actualité un peu bruyante, mais qui, je le crois, n'est pas générale dans la société. Dieu merci, je crois. Est-ce que sur ce point, Hervé ou Tarek, sur ce point des prénoms, la fameuse histoire des prénoms, allez, Tarek. Premier point, là aussi il y a une confusion entre islam religion et islam civilisationnel. Il n'y a pas de nom musulman en termes théologiques. Par contre, les gens, ils ont une histoire, ils ont des cultures d'origine, c'est-à-dire que dans la vie d'un musulman, il n'y a pas que l'élément religieux. Il y a l'histoire familiale, l'histoire culturelle du pays d'origine. La mémoire turque n'est pas la mémoire subsaharienne, n'est pas la mémoire berbère, n'est pas la mémoire arabe, c'est pas la mémoire kurde, mais ce sont des peuples musulmans, mais qui vivent leur religion à travers des codes culturels et ils sont venus avec cette mémoire-là. Ils ont le droit de vivre cette mémoire-là. Mais en tant que théologien, je dis attention, l'islam n'a pas de problème avec les noms français. On peut être totalement musulman et donner un nom français à son fils, théologiquement parlant. Mais la transmission du nom n'est pas uniquement une question de religion dans le sens strict du terme. Donc il faut distinguer les choses. Le problème, un des paradoxes de la République, pour le coup, c'est la réconciliation entre deux principes, celui de l'égalité et de la liberté. Souvent, l'égalité s'apparente à l'égalitarisme. Tout le monde doit se ressembler à tout le monde, socialement, culturellement, etc. À un moment donné, l'universalisme risque de se transformer en totalitarisme. D'ailleurs, c'est la République qui est laïque. Ce n'est pas l'espace public qui est laïque. Si on confond l'espace public avec la République, on sombre dans le totalitarisme. Et donc il faut faire la distinction entre la République, les institutions et la société. La société n'est pas laïque. Ce sont les institutions et la République qui sont laïques. Le citoyen n'est pas laïque. En termes de philosophie politique française, le citoyen, il peut être agnostique, il peut être athée, il peut être bouddhiste, il peut être croyant, non-croyant, musulman. La laïcité, ce n'est pas une catégorie à côté des catégories. On n'est pas en Belgique où les laïcs sont représentés par la pensée libre, les francs-maçons, etc., à côté de l'islam, le judaïsme, le christianisme. En France, la laïcité, c'est la catégorie au sein de laquelle s'expriment toutes les tendances convictionnelles à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Donc il y a la liberté d'un côté, je suis libre, au lieu de revendiquer, je suis libre. Donc, on peut changer la revendication par liberté. Je suis libre de manger le porc ou de ne pas le manger, de boire le vin, de prier, de ne pas prier, parce que c'est une devise de la République. Le problème, c'est l'équilibre entre la liberté personnelle et la liberté des groupes, et le principe d'égalité qui parfois pousse à l'uniformité. Et donc c'est ça un petit peu un des paradoxes qu'il est très difficile de réconcilier entre la liberté de faire ou de ne pas faire et l'égalitarisme qui veut que tout le monde boit la même chose, écoute la même musique, s'habille de la même manière, etc. Là, on n'est plus dans l'égalité, on est dans le totalitarisme égalitariste. Excuse-moi, mais je crains quand même que tu aies laissé notre ami sur sa fin. Je te laisse le soin de lui répondre. Oui, bien sûr, mais évidemment, on pourrait gloser à l'infini sur évidemment les attendus d'une telle demande. Je rappelle, monsieur, pour vous rassurer, que ce candidat n'est pas candidat. Pas encore, même s'il que le pseudo, vous savez, c'est comme le Canada Dry, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Bon, deuxièmement, c'est une demande qui n'engage que lui. Je ne comprends pas que tout le monde s'inquiète de ce genre de choses. D'autant que
il faut quand même rappeler que cette querelle-là a existé depuis des lustres et des siècles, et que, vous savez, ça n'est pas un problème si nous pouvons amener une pierre à l'édifice, c'est-à-dire si, par exemple, les Juifs qui ont un peu essuyé les plâtres sur toutes ces questions-là peuvent aider, voilà. Sur les prénoms. Sur les prénoms, voilà. Je vais vous donner un exemple. Pendant 2 siècles, ça fait 2 siècles que les Juifs s'appellent Alain, Hervé. Il s'appelle Hervé. Encore un autre Hervé. Marc, Jean-Marc, Michel, tout ça. Avec un deuxième prénom quelquefois. Et alors, derrière, vous avez un deuxième prénom, assez souvent, qui est un prénom hébraïque, qui est celui d'ailleurs, la plupart du temps, ou des grands-pères, ou des défunts récents. C'est la même tradition, vous savez. Et là, il n'y a pas de question de juifs d'Afrique du Nord ou de juifs ashkénazes, c'est la même chose. Après, vous voyez évoluer les choses. Il y a maintenant une trentaine d'années, lorsque les premiers Kevin, les premières Johanna, les premières... Vous savez, je vais vous raconter une blague. Enfin, une blague. Un truc vécu. Je suis juste médecin généraliste, je viens de finir ma 6e année, je fais mon premier remplacement à Bègle, le banlieue de l'époque. Il y avait déjà beaucoup d'étrangers, il y avait pratiquement que des étrangers. J'arrive chez Madame Abdelwahab, je vais examiner sa petite fille, je vois une enfant de 5 ans qui a une otite, je lui fais une ordonnance, et au moment de faire l'ordonnance, je lui dis « Madame Abdelwahab, le prénom de la petite ?» Elle me dit « Souhélène ». C'était l'époque de Dallas. Oui. Je suspends mon stylo et je lui dis, excusez-moi, je n'ai pas compris, c'est quoi Saïda, Fatima, elle me dit Souhélène. Souhélène. Je dis quoi, Souhélène comme... J'adore. Je lui dis bravo, je marque Abdelwahab Souhélène. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à cette époque-là où nous avons en France une effusion, si vous voulez, une profusion de prénoms qui nous viennent des États-Unis, d'ailleurs, machin. Et c'est à cette époque où les premières familles juives commencent à rejudaïser leurs enfants. C'est l'époque où les enfants juifs commencent à s'appeler Isaac, Ézéchiel, Déborah. Bon, je veux bien que Déborah soit aussi utilisée par les Américains, mais il ne faut quand même pas oublier que Déborah est un prénom biblique, quoi. C'est un prénom. Donc c'est ça que je veux vous dire. Je veux vous dire qu'il y a des moments où le rappel à la culture... Parce que la loi a été abrogée. Oui, c'est ça. Mais surtout, le rappel de la culture n'est pas quelque chose qui assassine ni la mémoire, ni l'identité profonde. Donc, ne soyez pas inquiets. Je veux dire, non, je sais bien que vous n'êtes pas inquiets, mais je pense qu'il est tout à fait certain qu'il y aura probablement, si la personne dont vous parlez est candidate, il y aura certainement une mise à distance de cette question, car elle priverait, si vous voulez, tout un pan de la société de son identité transmissionnelle, vous comprenez? D'autres questions? Vous m'avez fait signe. Monsieur, on redonne le micro, voilà. Il y a un bras qui se lève là-bas. Allez-y. Bonsoir à tous et bravo pour vos interventions très intéressantes. J'aurais une brève remarque et une question peut-être pour M. Daricogou. La brève remarque concerne l'appréciation différentielle de l'intégration et de l'assimilation. Moi, j'ai toujours pensé que intégration, oui, parce qu'effectivement, il faut s'intégrer dans un pays et respecter les lois de celui-ci. Mais l'assimilation, j'étais plus réservé, et quand on parlait notamment de garder son identité, le prénom en fait partie, surtout quand il est porteur de la mémoire de nos parents ou des grands-parents, hein, bien évidemment. Et là, je pense qu'il faut garder cette identité-là, et c'est pas parce qu'on ne s'assimile pas qu'on ne s'intègre pas. Ça, c'était en tous les cas, peut-être le juif que je suis,
l'histoire que je porte a montré que mon peuple s'est toujours essayé de s'intégrer, et on en voit souvent des résultats, et c'est vraiment la véritable question de cette différenciation, assimilation. Il faut garder son identité parce que son identité fait partie de notre fort intérieur, et que si on abandonne notre fort intérieur au nom je dirais, de la laïcité ou des lois auxquelles on va adhérer, on risque de se perdre soi-même. Ma question pour M. Tarek Bokou, c'était cette question de la différenciation entre l'islam confessionnel et l'islam civilisationnel. C'est vrai que l'histoire nous a appris malheureusement que cette différenciation a été difficile dans l'islam, et je voulais savoir quels étaient selon lui les propos, les attitudes que le musulman de France notamment et la France, la République, devait avoir pour permettre cette différenciation dans le respect justement de cette identité de chacun et de ne pas confondre assimilation et intégration. C'est une question qui pour moi est importante parce qu'on voit notamment avec le terrorisme qu'il y a ce mélange entre les deux, et c'est au nom de ce mélange qu'on crée ces crimes et que l'on veut arrêter, parce que lorsqu'on est dans des États qui sont non arabo-musulmans, qu'il faut effectivement qu'ils comprennent cela. Alors je ne sais pas comment faire, est-ce que c'est créer plus de mosquées, voilà, une question que je pose. D'accord. J'ai parlé tout à l'heure de deux catégories, d'islam en tant que civilisation, en tant qu'expérience historique, religieuse, et j'ai parlé de cet islam qui est réduit à sa seule dimension religieuse dans le sens le plus strict du terme. Il y a une autre difficulté, c'est que cet islam religieux a été pensé également dans des paradigmes culturels. Là, on entre dans le génome même de la religion en tant que telle. Il faudrait rappeler que l'islam s'est hellénisé, théologiquement parlant et juridiquement parlant. Ce que les musulmans considèrent comme une charia, c'est une production humaine qu'on a sacralisée. Là, on va entrer dans un processus plus complexe de la sécularisation et désécularisation, c'est-à-dire la confusion entre ce qui est temporel et spirituel, parce que parfois on sacralise le profane et parfois on profanise, c'est-à-dire pas on profanise dans le sens de la désécularisation, quelque chose qui est sacré. Toutes les religions, je pense, ils sont soumis à ce dilemme, quelle est la part de l'humain et la part du divin dans la fabrique de la religion, dans le sens spirituel, éthique, culturel du terme. C'est pour vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Moi-même, pendant 40 ans, je travaille sur ce discernement. Le Coran lui-même se veut comme un furqan, c'est-à-dire la lumière qui éclaire pour permettre le discernement. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le Coran n'est pas à sacraliser, puisque le Coran a été révélé dans une histoire. Pas pour la canoniser, mais pour la prendre en considération dans l'économie de son discours. Il faut faire un grand herméneute, il faut être un grand herméneute pour séparer, pour distinguer dans le texte sacré lui-même la part du temporel et la part du... Excuse-moi, mais tu as conscience? Non, non. Tu es en train de dire... Non, j'ai conscience. Oui, bien sûr, j'ai conscience. Heureusement que je suis conscient, sinon je serais fou. J'utilisais cette expression. Oui, je sais, je comprends pas. Mais en vérité, de fait, au Moyen-Âge, les savants faisaient ça. Mais bien entendu. Ce qu'appelle le fourouk, ils ont inventé toute une discipline qui s'appelle le discernement. C'est-à-dire tous les comportements du prophète ne relèvent pas de la prophétie. Gérer la cité de Médine ne faisait pas partie de sa mission en tant que prophète. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui a fait qu'il a dû gérer une cité. Lui-même, il a refusé le qualificatif de roi. Il a dit « Je ne suis pas un roi, je suis un messager serviteur de Dieu ». Justement pour ne pas tomber dans la sacralisation de la tâche. Là, je fais un peu de la génétique théologique. Je remonte, d'ailleurs, dans mon dernier ouvrage, il s'attaque à cette question-là. Quelle est la part de l'humain dans la vie du prophète et quelle est la part de la prophétie dans la vie du prophète. Et ça, nous devons le faire, nous. Heureusement, c'est la laïcité, c'est l'Occident qui
qui nous permet de faire ce discernement, parce qu'à un moment donné, l'appartenance à la Ummah spirituelle se confondait avec l'appartenance à la Ummah politique, d'où le statut de dhimmi, parce qu'il y avait à un moment donné la confusion entre l'historique et le théologique. Nous devons faire ce travail tout simplement et simplifier cette religion pour la rendre accessible et facile pour les croyants, pour vivre dans une autre civilisation qui n'a rien à voir avec la civilisation médiévale. Et donc là, aujourd'hui, ce n'est pas l'islamisme qui nous menace, c'est l'importation d'une théologie médiévale qui veut s'imposer aux musulmans d'aujourd'hui. Ce travail intellectuel doit être fait. Maintenant, l'histoire, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas, mais le théologien que je suis, on doit produire pour les nouvelles générations un corpus théologique et canonique qui leur permet de vivre convenablement avec leurs concitoyens. En écosse, ça pourrait s'appeler un Talmud. Une autre, alors, attendez, je vous donne la parole tout de suite, mais il y a un bras qui s'était levé là-bas, me semble-t-il, avant. Je vous redonne la parole tout de suite. Hein. Voilà. Allez-y. Essayez d'être brève et clair. J'étais très intéressée par les propos de M. Roux et je voudrais avoir sa réflexion en rapport avec un certain nombre d'analyses qui sont faites actuellement. Je pense notamment à une enquête d'opinion selon laquelle un pourcentage suffisamment élevé, me semble-t-il, pour inquiéter, présente que certains jeunes musulmans notamment considèrent que les lois de l'islam telles qu'ils les comprennent sont supérieures aux lois de la République. Alors, quelles sont vos réflexions? Quel travail faudrait-il faire? Et puis, peut-être une deuxième question à vous entendre, M. Obrouk. Est-ce que vous avez une vie tranquille? Je pense que je suis serein. Tarek Obrouk traite de ces questions dans son livre, mais il va vous donner une réponse. Oui, rapidement. Je pense que cette question elle est très violente. Poser la question à une jeunesse ignorante de la religion, ignorante des valeurs de la République, et leur poser cette question, parce que la question, elle conditionne la nature de la réponse. Il suffit de reformuler la question pour avoir une réponse différente. Parce que c'est une question presque perçue par les jeunes comme un défi. On braque le jeune, on dit vous préférez votre religion ou la République? D'abord, la République ne pose jamais cette question-là. La République n'est pas une église inquisitrice. Il y a une liberté de conscience. Je pense que la liberté individuelle est supérieure à tous les répertoires. Elle est supérieure même à la religion. C'est grâce à la liberté que je deviens. D'ailleurs, c'est une valeur de la République. Donc, elle respecte ça. Ça veut dire l'ordre de la conscience échappe au droit. L'ordre de la conscience. Comme disait le cardinal Pierre, le fondateur de l'oratoire français, il disait Dieu est l'être suprême et la République gouverne. Où est-ce qu'il y a le problème? Parce que Dieu des religions, c'est Dieu des mondes. On ne peut pas le renfermer ni dans le globe terrestre, ni même en Europe, ni même dans la République. On est dans une dimension métaphysique. D'ailleurs, cette charia, cette loi de la religion m'oblige à respecter la loi de la République et lui donner une dimension spirituelle, parce que le contrat, je développe ça dans mon dernier ouvrage, lorsqu'il y a un conflit entre l'appartenance religieuse et l'appartenance citoyenne politique, c'est le contrat politique qui l'emporte à l'appartenance religieuse. Dans le Coran, il est dit que si un peuple musulman vous demande de le secourir au nom de la religion, faites-le. Sauf quand il s'agit de le faire contre un autre peuple qui n'est pas musulman avec lequel vous avez signé un contrat. La citoyenneté, c'est un contrat qui oblige le musulman à défendre la République. Donc, c'est la religion qui le pousse à être un bon citoyen. D'ailleurs, nous avons des militaires musulmans accompagnés par des aumôniers, donc ils versent leur sang pour défendre ce qu'on appelle les djihad appliqués aux valeurs de la République. C'est-à-dire, ils donnent sens
citoyen et théologique à sa mort, pour défendre sa nation politique. Parce que quand il y a un conflit entre l'appartenance à la nation politique et à la nation religieuse, c'est l'appartenance à la nation politique qui l'emporte. Tous les savants du Moyen-Âge disent que s'il y a une minorité non musulmane qui vit parmi les musulmans et est attaquée par un ennemi extérieur, tous les musulmans, hommes et femmes, doivent verser tout leur argent et tout leur sang pour défendre cette minorité non musulmane. C'est parce que le contrat citoyen de la nation l'emporte sur l'appartenance religieuse. Donc effectivement, il faut faire le discernement. Beaucoup de musulmans ne le savent pas, tout ça. Et donc vous posez cette question à un jeune qui ne connaît ni la théologie, ni le droit canonique musulman, ni les valeurs de la République. Il est dans l'identitaire. Donc vous posez une question à une population vulnérable et frustrée. Ben, il ne faut pas s'étonner d'avoir une réponse qui est une réponse identitaire. La question que posait aussi cette dame, si je peux me permettre, c'était aussi de te demander, excuse-moi Tarek, je te tutoie, c'est de te demander qu'est-ce qu'on fait pour inverser cette tendance, c'est ça aussi. Moi je pense qu'il y a une part qui incombe à la République à travers ses institutions, notamment l'institution scolaire. Il faut une pédagogie qui prend en considération cette nouvelle population, parce que le programme pédagogique il s'adapte également aux nouvelles générations. Les problématiques aujourd'hui posées à nos enfants, ce n'est pas les mêmes qui ont été posées aux années 70. Donc il faut revoir le programme pédagogique pour prendre en considération ces nouvelles mentalités qui se développent aujourd'hui, pour pouvoir donner une bonne image de la République, respectueuse, parce que beaucoup de jeunes ne se sentent pas valorisés d'une certaine manière. Une frustration identitaire qui les pousse à être contre la République, une République qu'ils ne connaissent pas. Juste une petite remarque. Après, il y aura une question ici. Une petite remarque. J'ai lu la réaction d'une avocate au procès des attentats du 13 novembre, où elle a dit de manière très abrupte il ne faut pas oublier que tous ces terroristes responsables de ces attentats étaient des Français éduqués par l'éducation nationale française, laissant entendre que finalement ils auraient récupéré des éléments de cette mécompréhension, si vous voulez, de l'identité, de l'intégration, de ce dont on est en train de parler, comme s'ils avaient hérité de ces valeurs négatives, en tout cas ces valeurs dépréciatives, ils les avaient apprises à l'école. Alors je ne sais pas ce que tu en penses. Alors est-ce qu'il s'agit juste, d'une pirouette d'avocate, c'est-à-dire un effet de manche, ou est-ce qu'il s'agit réellement de quelque chose que les populations, que les musulmans par exemple, sans essentialiser, mais s'agit-il de quelque chose qui est partagé largement dans l'idée non, dire qu'Abdeslam... D'abord, c'est pas un Français, lui, c'est un Belge. D'accord, oui, mais c'est la même chose. Ça y est, il s'est intégré. Pourquoi? Brièvement, puis après il y aura... Rien ne justifie le crime. Bien sûr. Oui, monsieur Réby, je voudrais juste vous répondre en tant qu'enseignant, c'est de l'éducation nationale, vous dire que c'est vrai qu'on a un devoir en tant qu'enseignant. Je crois, enfin ici il y a des témoins qui peuvent vous dire que je fais ce travail à cœur, mais on n'est pas responsable. Je veux dire, il faut arrêter de culpabiliser l'éducation nationale des enseignants. Bien sûr. Il y a d'abord le travail à la famille, enfin je veux dire, on rame, on rame. Je fais le constat comme tout le monde. Je ferai le parallèle même avec le taux d'abstention dans la vie politique, tout simplement. Bien sûr. Cette décitoyenneté, ce ras-le-bol peut-être, enfin tout ce qu'on veut, on peut l'analyser comme on veut, qui peut être justifié, je suis d'accord aussi. Quand j'entends mes élèves, le ras-le-bol, tous est corrompus, tous est pourris, et puis c'est vrai que l'actualité aide pas beaucoup, les médias encore moins, on est d'accord. Donc un parallèle entre ce désaveu de la vie politique et puis une vision identitaire effectivement religieuse, contre lequel on a vraiment beaucoup de mal. Moi, ça fait 10 ou 15 ans que j'ai mon atelier d'histoire des religions, vous savez. Un mois, je suis à la mosquée, un mois, je suis à la synagogue, le mois d'après, je suis au temple, et je fais le tour. Je rencontre Mahmoud, je rencontre M.
M. Roux, je rencontre des pasteurs, je rencontre tout le monde, mais j'ai quand même du mal. J'ai quand même du mal, je vous assure, à faire entendre aux gamins que la religion ne doit pas servir à une défense identitaire, sociale, voilà, humaine. Ce que j'ai dit n'était pas... Justement, c'est dans le sens. C'est dans l'autre sens. Hein, bien sûr. Ce que j'ai dit, c'est que cette avocate... C'est moi qui a laissé entendre que... Le travail, vous l'avez dit aussi, le travail, il est à faire à l'école. C'est une partie. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que je dois reconnaître que les enseignants sont très mal formés aux faits religieux et que je n'arrive pas à créer un réseau sur Bordeaux avec d'autres enseignants parce qu'ils ont la frousse, il faut le dire. Il y a aussi les parents. Il y a les parents. Dès qu'on fait quelque chose, je vous assure, moi, mon directeur, de temps en temps, il en a marre, quoi. Des retours des parents. Heureusement, comme je dis, je veux non plus convertir personne, parce qu'un jour je suis à la mosquée, le lendemain je suis chez les bouddhistes, et puis après je suis à la synagogue, ils vont devenir tous un peu fous s'ils doivent se convertir tous les mois. Ah non, c'est pas le but du jeu. Mais même là, ça fait peur. Mais je crois que c'est surtout l'ignorance. Donc avant de dire l'éducation nationale aux enfants, je crois que c'est vrai qu'il faudrait éduquer un petit peu les enseignants déjà, et puis la société, quoi, plus globalement. C'est énorme. Mais on n'a pas le temps, moi quand je veux. J'ai la chance d'avoir un directeur qui me laisse me former, mais on n'a pas le temps en tant qu'enseignant. On n'a pas les formations. On vous a bien entendu. Voilà. Merci. Un mot là-dessus, et puis il y a plusieurs autres. Il y a une question de l'ordre, pardon. Voilà. Est-ce que je ne vous avais pas oublié? Bonsoir, merci de me donner la parole. Je voudrais poser une simple question. On parle d'assimilation, d'intégration, etc. Moi, je parle tout simplement d'amour. L'amour de sa patrie, l'amour du pays dans lequel on vit. Bien entendu, le mot amour possède plusieurs degrés. Bien entendu, il y a l'amour fou, le coup de foudre que l'on appelle, et qui quelquefois disparaît très vite. Je pense qu'aimer quelque chose, ou un pays, ou quelque chose, c'est d'abord de le connaître. Et en le connaissant, on apprécie ses qualités, ses avantages, et aussi sa différenciation. Donc, je dis que l'éducation, je suis un ancien éducateur, un ancien enseignant, et donc l'amour de la patrie, la connaissance de la patrie englobe deux entités. Les parents, la famille, et l'éducation nationale et l'enseignement. Il m'est arrivé, hélas, d'un jour, de mettre mes enfants, comme je le faisais toutes les semaines, mes élèves, le samedi à midi moins 10, debout à chanter la Marseillaise. Et j'ai eu, à la suite de cela, j'ai eu les réflexions de collègues, je dis bien d'enseignants. Ah, tu en es encore là? Je leur ai répondu, mais si ce n'est pas nous qui leur renseignons déjà au moins le minimum du pays, de l'hymne national, qui va le faire? Je pense donc que l'amour de la patrie doit s'enseigner sur ces deux plans, mais il doit être une œuvre de longue haleine afin que nos futures générations savent pourquoi ils vivent dans ce pays et pourquoi ils combattront les idées qui sont néfastes à l'amour de la patrie. Merci à vous. Il y avait une question derrière, un bras qui s'était levé. Voilà. Il est là. Merci. Ça va mieux? Oui, oui. Est-ce que le désir d'assimilation ne se heurte pas à un repli identitaire très compliqué à dépasser quand il est question d'une alliance entre individus des différentes confessions? Hervé. Oui, évidemment, vous ouvrez là un champ très important qui va être un champ d'ailleurs de plus en plus vaste avec le temps. Il est bien évident que dans les années qui vont suivre, il y aura de plus en plus de ce qu'on appelle ici ou là des mariages mixtes, ou en tout cas des rencontres interculturelles. Et
il me semble qu'il est difficile d'avoir une réflexion politique collective sur cette question-là, mais probablement une approche qui sera celle du bon sens et celle de la discussion au sein des unités que représentent ces couples où le partage culturel devra se faire selon, j'allais dire, une ligne de modus vivendi. Mais est-ce que des alliances et des couples se constituent sur un modus vivendi? Je ne vais pas rebondir sur ce que vient de dire M. Halimi en termes d'amour, mais si véritablement on est prêt à vivre avec quelqu'un qui n'a pas sa culture, alors il faut accepter d'une certaine manière ses convictions, il faut accepter de partager aussi un minimum. Après, est-ce qu'un modèle s'imposera? Ça, c'est déjà un bras de fer qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, je crois, pour avoir... alors, je pense que cette question, peut-être que Tarek Obro en parlera, c'est peut-être plus récente avec les musulmans, parce que les juifs sont présents en France depuis plusieurs siècles, et que c'est une question qui est récurrente. Les mariages mixtes sont vous savez, c'est pas une question qui est propre à notre situation diasporique. En Israël aussi, il y a vous savez, même dans un univers majoritaire, vous pouvez avoir, bien entendu, des alliances mixtes, et ça pose toujours la même question, c'est-à-dire la question de la viabilité d'un couple au travers de deux cultures différentes. Alors, il n'y a pas d'autre réponse que soit il y a un abandon des deux cultures, c'est-à-dire qu'on acculture, on passe à l'acculturation, de façon à ne pas créer de problème, ou alors une des deux cultures va essayer de s'imposer, et à ce moment-là, c'est le conflit. Parce que dire à des enfants, écoutez, votre père est musulman et votre mère est juive, tiens, on va prendre un exemple, ou l'inverse, dire aux enfants, écoutez, vous choisirez, écoutez, c'est la pire des choses. De mon point de vue, c'est la pire des choses. Car il y a un obscurcissement, si vous voulez, à l'horizon de ces enfants, un obscurcissement sur les valeurs de l'un et sur les valeurs de l'autre. C'est-à-dire que les parents ne sont plus représentés dans l'imaginaire de ces enfants. Il n'y a plus dans la conscience de ces enfants quelque chose qui porte la trace du père et de la mère. Et si il faut que cette unité, enfin cette structure unitaire qu'est la famille perdure et que le couple se tienne comme il faudra probablement trouver des moyens, si vous voulez, de valoriser et l'un et l'autre, et non pas l'un contre l'autre, ou l'un ou l'autre. Je pense qu'après, chaque cas est un cas particulier. Tarek, sur cette question de assimilation, identité, mariage mixte, alliance, oui, ça va être à vous après. Tarek. Écoutez, il y a bien sûr un constat flagrant, c'est que notre modèle républicain français permet ce genre de mariage, plus que dans les traditions anglo-saxonnes qui ont opté pour des régimes communautaristes. On le voit, les musulmans de France se marient souvent avec des non-musulmans, leur nombre dépasse de très loin les musulmans anglais, les musulmans américains qui vivent leur religion dans des systèmes communautaristes. Donc de fait, le destin républicain pousse beaucoup de musulmans, puisque le musulman il est aussi le produit de son contexte, à faire des choix où il y a l'amour qui l'emporte à l'appartenance culturelle, aux religieuses. Nous gérons cela dans nos mosquées, donc nous essayons d'accompagner le plus intelligemment possible ce genre d'expérience de mariage entre deux cultures, deux religions différentes, en faisant la distinction entre la spiritualité, l'éthique et la tolérance de la religion de l'autre. Donc là aussi, en matière théologique et canonique, nous essayons d'accompagner ce fait sociologique. Nous avons oublié un élément important
dans la question de l'éducation. C'est que ce que nous remarquons, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans la tradition, en tout cas dans la communauté musulmane de France, c'est qu'il y a une forme d'orthopraxie de masse qui s'impose aux religieux à travers l'Internet aujourd'hui. Ça, c'est un élément qui n'existait pas des années 70. Il n'y a pas qu'un seul émetteur, il n'y a pas que l'enseignant. Aujourd'hui, c'est le TikTok, c'est le Facebook, et ce sont des logiciels qui renferment nos enfants dans des bulles virtuelles. Et ça, c'est le danger. Ça veut dire, c'est pourquoi le programme pédagogique scolaire doit prendre en considération cet état de fait. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les parents ou les enseignants qui transmettent, mais il y a également des logiciels qui fonctionnent à visée économique et qui jouent justement sur cette forme on renferme virtuellement nos enfants dans des réalités qui n'existent pas. Encore une question ici. Allez-y. Je voudrais peut-être, pas provocateur un petit peu, mais je voudrais revenir au couple. Parlez aussi près du micro que possible. Je voudrais revenir au cas du couple, par exemple, d'un juif et d'une musulmane. Comment peuvent-ils s'entendre? Mais moi, je serais tenté de dire de les inviter à lire les ouvrages de Krishnamurti, en particulier un ouvrage qui s'appelle « Se libérer du connu ». Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, s'ils n'apprennent pas à se libérer du connu, de ce qu'ils ont connu, de ce qu'on leur a appris par tradition, ils ne pourront pas progresser. Parce qu'il ne faut pas non plus rester prisonnier du connu. Ça va très loin, cette réflexion. Bien sûr qu'il faut avoir des racines, des références, mais si l'on reste enfermé dans ces racines, en particulier ces couples-là, ils ne pourront pas progresser. Ou il y en aura un qui abdiquera par rapport à l'autre, mais s'ils n'apprennent pas à libérer du connu, j'aime beaucoup cette expression, et bien sûr, dans notre société occidentale, l'Asie n'est pas toujours regardée du bon côté, mais Krishnamurti est quand même connu maintenant, et c'est un hindou, hein, bien sûr, ses racines c'était hindou, et toute sa vie, il a travaillé pour arriver au niveau de l'éducation à se libérer du connu, de ce qui nous a formaté, parce qu'en fait, on passe par un formatage, qu'on le veuille ou non. On est tous formatés d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'effectivement, dans un couple, ce qui est intéressant, un couple qui serait très marqué comme ça, avec des oppositions, il va falloir qu'ils cherchent un équilibre à travers quelque chose qui est extérieur à ce qu'ils ont connu. Voilà, merci. Les racines, par définition, s'enrichissent de la différence. Dépasser ces racines. Le pire, c'est pas le connu. Le pire, c'est le mal connu. C'est les préjugés qu'on a de sa propre tradition. C'est le pire. Ça veut dire que, concernant le mariage mixte, il y a l'avantage en islam, je pense la même chose dans le judaïsme, le protestantisme, peut-être, c'est que le mariage n'est pas consacré, il ne relève pas du culte, il relève de l'éthique, ce qui libère un petit peu, on n'est pas dans la consécration, on ne se marie pas devant Dieu, avec, etc., etc. Le mariage, c'est une éthique dans un cadre juridique où les deux conjoints doivent assumer librement leur choix. Et c'est un compromis, le mariage. De toute façon, même si on appartient à la même religion, à la même culture, c'est pas dit que le mariage va réussir. Parce qu'on trouve toujours les moyens pour divorcer, souvent pour des détails. C'est pas pour la religion, généralement pour une tasse de café, ou il ronfle la nuit, ou pour des choses futiles. En vérité, sociologiquement parlant, les divorces, c'est pas pour des questions pas pour des raisons métaphysiques, généralement pour des futilités. C'est pas la tasse de café, à mon avis. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que la conception que vous exposez du mariage... C'est une manière de dire parfois, il ne suffit pas d'appartenir à la même religion pour assurer la pérennité du couple. C'est ça le... On vous a bien entendu. Je crois effectivement que la certitude d'une union solide n'est pas garantie dans l'endogamie. Oui. Évidemment, elle n'est pas garantie. Et d'ailleurs, écoutez, dans la pratique quotidienne, je vois très souvent moi, des patients qui viennent me voir et qui me disent « je me suis marié, il y a 8 jours j'en ai eu un comme ça ». Je lui dis « bon, alors c'est très bien, alors vous avez trouvé quand même
parce que je sais qu'il était difficile, à 2 ou 3 reprises il m'en avait parlé, il me dit « Oh ben écoutez, à force de chercher, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, alors je suis retourné au bled et on s'est mariés, voilà. » Je lui dis « Alors bon, c'est sur quelle base ?» Il me dit « Sur les bases du partage, enfin je traduis, du partage culturel et du partage d'identité. » Bon, je suis resté sans aucun jugement de valeur, mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faudrait pas s'imaginer qu'il y ait une embellie absolue dans l'endogamie. Il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est perdu d'avance quand on contracte un mariage mixte. Il y a des mariages mixtes qui réussissent véritablement, non pas dans le renoncement non plus, hein, puisqu'il y a beaucoup de mariages mixtes qui connaissent une structure relativement solide. J'en connais quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en connais, donc il doit y en avoir beaucoup plus que ceux que je ne connais pas, mais qui sont dans une espèce de syncrétisme. De mon point de vue, je ne sais pas si tu partages mon idée, mais je pense que le syncrétisme, ce n'est pas la réponse, hein, ni du point de vue du savoir, ni du point de vue de l'acte cultuel, mais quand même, dans la rencontre des êtres, le syncrétisme peut être quelque chose qui donne une solidité à la structure. Mais c'est une question sur laquelle il y aurait tellement à gloser et qui n'est qu'à faire de cas particuliers. Alors, encore une question que je aperçois un bras levé au fond, voilà. On a encore quelques minutes seulement, donc on va prendre cette question, et puis ensuite je demanderai à nos 2 partenaires, non pas de conclure, mais d'ouvrir une perspective. S'il vous plaît. C'est de l'exotisme que je veux. Pourquoi pas? On est dans un port maritime, allez-y pour l'exotisme. Voilà. Juste pour dire que quelquefois, des questions se sont posées ailleurs. Par exemple, c'est des mariages mixtes. Ça s'est posé, et ça se pose encore, entre catholiques et protestants. Oui, ça fait longtemps. Et ça fait longtemps que ça se pose. Oui. Alors, juste pour dire, non pas que ce soit un modèle, mais une direction de réflexion, parmi d'autres. Complètement arbitraire. Les garçons auront la religion du papa, les filles auront celle de la maman. Sans plus que ça vaut, c'est pas une règle générale, ça fonctionne dans une toute petite région du Poitou. C'est un roman d'exotisme. Oui, merci alors, beaucoup. Juste une remarque. Imaginez que dans un couple mixte, juif et chrétien, parce que là vous parlez de 2 chrétiens, c'est beaucoup plus facile quand même. Bon, il y a quand même une identité commune. Bon, imaginez dans un couple un garçon qui naît, le père veut le circoncire, la mère ne veut pas le circoncire. Vous ne pouvez pas dire, bon, on va le circoncire et puis l'année prochaine on le déconcire. Voilà, ce qui est fait est fait. Voilà, vous comprenez, donc il va falloir faire un choix qui engage des choses autrement plus compliquées que la simple exotisme. Enfin, c'était un moment d'exotisme. Merci, voilà, merci à vous. Bien, nous arrivons au terme de cet après-midi. Il y avait encore une question, allez, voilà. Et puis c'est la dernière cette fois. Je joue un mauvais rôle, mais vous avez la parole. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, Roselyne Haddad. Écoutez, c'était juste pour revenir au prénom, que ça ne date absolument pas ni de Zemmour, ni de n'importe qui. Moi, je suis née à Tunis, dans le sud, étant juive, mais de nationalité française. Donc, la communauté était régie par un juge de paix. Donc, on avait l'obligation de nous déclarer avec un prénom français. Ce qui fait que mes parents, bon, ils m'ont donné le prénom de Roselyne avec Ziva, c'est un prénom hébraïque. Et donc, je suis restée avec Ziva pendant le temps que j'étais à Tunis. Et une fois arrivée en France en 1961, et ben, très vite, Ziva a été mis de côté. Et c'est Roselyne qui est sortie de l'ombre. Donc, c'est absolument pas nouveau. Et je me sens absolument pas mal du tout avec les 2 prénoms. Vous n'êtes pas la seule à ne pas vous sentir mal. Juste que pour que tout le monde comprenne également, cette question-là, par exemple en Afrique du Nord, la moitié de mes oncles et de ma famille s'appelaient de prénoms arabes. Bien sûr. Mes oncles s'appelaient Makhlouf, ils s'appelaient Mas'oud, ils s'appelaient
pas Mohammed. On n'a pas... C'est un blasphème. C'est un blasphème. Il ne faut pas exagérer. Mais ma mère s'appelait Erzala et mon arrière-grand-père s'appelait Moussa. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'était pour vous dire, madame, qu'effectivement, on a aucun problème. Il n'y a que notre ami... enfin bon... Il n'y a que lui qui a un problème avec ça. Mais en fait, il n'y a pas de problème, car il s'agit par le prénom. Vous voyez qu'il n'a pas demandé la disparition des noms de famille. Il n'a pas demandé la disparition des noms de famille. Parce qu'en réalité, sur l'annuaire et dans votre vie quotidienne, vous êtes Monsieur Cohen ou Monsieur Houbreau. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui vous représente identitairement, c'est plutôt le nom de famille. Donc ce qu'il demande, c'est le prénom. Le prénom dans l'intimité de la famille. Écoutez, franchement, on peut bien entendu avoir des prénoms français quand on est musulman en France. On peut avoir des prénoms arabes quand on était pendant des siècles en Afrique du Nord. Et c'est pas parce que la loi française nous a obligés à prendre des noms français, parce qu'à l'époque c'était une obligation, la loi a été supprimée. C'est d'ailleurs dans les années 90 à peu près. Dans les années 80. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vu arriver tous ces prénoms, dont d'ailleurs, au départ, comme je l'ai dit, c'était surtout des prénoms anglo-saxons qui nous ont envahis, hein, il ne faut pas oublier. Un dernier mot, Tarek Obrou, et puis ensuite nous séparerons provisoirement. Dernier mot sur quoi? Tu auras une dernière pierre. Tarek Obrou. Sur quoi? Dernier mot. Sur, ce que vous voulez. J'aime pas le dernier. Non, mais c'est l'avant-dernier, justement. La pierre d'ouverture. En tout cas, pour le problème qui m'occupe, c'est ce travail de discernement, justement, qui permet une intégration de l'islam de manière paisible et éviter le pire. Parce que le théologien que je suis, il doit mettre toutes les éventualités devant son regard. Et donc là, il faut procéder par principe de précaution. C'est pour cette raison que les temps qui courent sont chargés de beaucoup d'émotions aux dépens de la raison raisonnable. On n'est pas dans un moment de discernement, on n'est pas dans un moment de Descartes, on n'est pas dans un moment de rationalité. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'irrationnels qui gouvernent les discours politiques et nos comportements. C'est pour cette raison que j'appelle en tout cas l'islam et les musulmans à faire preuve de discrétion dans la visibilité, pas d'invisibilité, de discrétion, de faire le ménage dans les pratiques religieuses, de faire le discernement entre ce que nous avons appris de nos parents et la réalité française dans laquelle nous vivons. Donc c'est un moment très redoutable parce qu'on est presque dans un virage à tête d'épingle. Il y a un renversement qui nous a surpris tous. Personne n'a prévu cette présence musulmane en France, ni la République, ni les musulmans eux-mêmes. Donc nous avons été surpris par les inattendus de l'histoire. Le théologien que je suis, ça fait 40 ans que je travaille sur les textes. J'ai développé des théories avant même de les écrire, elles étaient déjà périmées, tellement la réalité vraiment est très volatile. Donc quand on est dans je dis toujours aux musulmans, quand on entre dans une niche sociologique nouvelle, il faut faire comme l'animal, il réduit ses mouvements. Parce que s'étaler, c'est s'exposer. Et nous avons besoin d'un moment de sérénité, d'apaisement. Moi, je suis pour une théologie d'apaisement, pour favoriser un dialogue plus pertinent. Donc il faut préparer le climat pour vraiment un dialogue plus poussé. Aujourd'hui, les musulmans également ne comprennent pas ce délire sur l'islam. La majeure partie des musulmans n'aspirent qu'à une vie paisible, tranquille. Ils sont pris en otage par des fêlés, par des gens complètement fanatiques. Et malheureusement, ce sont les minorités, pour le coup, qui font l'histoire. Et donc, ils subissent, la majeure partie des musulmans subissent cette histoire.
Et donc il faut penser à cette masse considérable de musulmans, une masse silencieuse, qui est intégrée, voire assimilée. Et donc il ne faut pas tomber dans le piège de la minorité agissante. Merci Tarek Obrou. Hervé, la pierre pour ouvrir. En guise d'ouverture, je rappellerai juste pour m'appuyer un petit peu sur, encore une fois, ce sujet qui nous a motivés et à une réflexion peut-être assez polémique. Je rappellerai une Mishnah du Pirkei Avot, c'est un traité de Mishnah, c'est-à-dire écrit aux alentours du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, alors que les Juifs étaient en départ pour l'exil, pour la diaspora, pour la galoute en hébreu. La Mishnah dit Rabbi Hanina qui était un maître contemporain de l'exil et de la destruction du temple, il dit cette chose simple, mais ô combien actuelle. Il disait que la crainte de l'État soit sur toi, car s'il n'y a pas la crainte de l'État en toi, alors l'homme est capable d'avaler son prochain vivant. Ish et havero hayim belaro. L'homme est capable d'avaler son prochain tout cru, s'il n'y a pas la crainte de l'État. Or, c'est l'ancêtre d'Hobbes. Oui, c'est Hobbes, le Léviathan. Exactement. Oui. Il y a des accents effectivement prémonitoires que l'on retrouve chez Hobbes, mais il y a dans cette idée-là une constante qu'on est en train de vivre dans un miroir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit malheureusement des assassinats d'enseignants, des incivilités qui vont enfin bon, tout ce que vous connaissez, abreuvé tous les jours par une presse qui cherche le buzz, mais qui dit aussi les choses telles qu'elles sont. Donc, s'il n'y a pas la crainte de l'État, s'il n'y a pas la volonté de dire que ce n'est pas juste l'amour du drapeau, mais c'est aussi le fait que l'État représente quelque chose une instance, quelque chose que l'on pourrait dire vertical, qui doit nous contraindre à plus de modération dans nos comportements, ce qui est la logique même. Eh bien, s'il n'y a pas ça, l'homme est capable d'avaler son prochain tout cru. Et je dois dire que 20 ans ont passé depuis que nous nous rencontrons avec Tarek Obrou. Et tous ceux qui essayent de penser la relation judéo-musulmane sur un mode pacifique sont tous récompensés. Et moi le premier. Je dois remercier Tarek, mais aussi tous nos amis de l'association des musulmans de Gironde, pour être toujours présents dans nos débats, pour répondre toujours présents à nos sollicitations, car il en va de l'avenir. Et une idée m'a traversé depuis quelque temps. Je me disais que finalement, la communauté juive de France aurait la bonne idée de servir la cause justement de cette émancipation, la cause d'une d'effervescence, c'est-à-dire diminuer la pression, peut-être en intégrant un dialogue, en s'associant beaucoup plus volontairement à un dialogue avec les musulmans pour que la communauté nationale en tire tous les bénéfices. Parce que laisser les musulmans juste se débattre dans des problèmes qui sont décuplés par rapport aux problèmes que se pose la communauté juive, excusez-moi, mais en termes de masse, on ne s'imagine pas les problèmes que ça peut poser. Or, je crois que pour avoir peut-être contribué à résoudre certaines questions, il ne s'agit pas de copier, bien entendu, et encore que, pourquoi pas, même si nos exemples, si l'exemple du traitement de certains problèmes ont été, si cet exemple est correct, si cet exemple vaut quelque chose, alors pourquoi ne servirait-il pas de pierre angulaire à un véritable partage, un mélange, pour rappeler que ce qui nous motive, ça n'est pas
la dénonciation, ce n'est pas ni la peur, ni la mise en garde, mais c'est surtout la volonté de dialogue. Merci à tous les deux. À mon tour, je dois remercier le Centre Yavneh, la Fédération musulmane de Gironde, la mairie de Bordeaux, le musée d'Aquitaine, d'avoir accueilli cette rencontre, cette conversation, ce dialogue. Merci à vous tous. Je crois qu'il y a un petit pot d'amitié qui est prévu. Dans la salle de la Rosace. Merci à vous.